Nous sommes au 13e siècle, dans une contrée des plus agitées de l'Europe médiévale. Dans les rues étroites et souillées de Paris s'entassent masses de citoyens, marchands, montures et coupe-jarrets, tous vaquant à leurs occupations du jour. Parmi ces gens, cependant, peu d'entre eux savent que certains sous-sols des maisons à colombages voisines abritent des fourneaux fonctionnant à plein régime, des alambics bouillonnants, des cuves remplies de liquides distillés, tant de matériel manœuvré par des individus zélés, plongés dans leurs grimoires et leurs expériences. Ces érudits à qui le temps et la patience ne manquent pas sont des alchimistes. Voilà longtemps qu'ils ont renoncé à mener une existence normale afin de mobiliser leurs forces intellectuelles et spirituelles toute leur vie durant. Seul importe pour eux la réalisation du grand œuvre, communément surnommée la pierre philosophale. Mais l'alchimie dans toute sa grandeur va bien au-delà de cela. Mystique expérimentale aux allures d'une science physiochimique, sa pratique a évolué dans le temps pour connaître son apogée au Moyen Âge. Les origines de l'alchimie occidentale remontent à l'Égypte antique. En Égypte, l'alchimie est associée au dieu Thoth, qui est le dieu guérisseur, le dieu magicien, le dieu de la connaissance aussi. Au 4e siècle avant Jésus-Christ, quand l'Égypte sera conquise par Alexandre le Grand, elle va tomber sous influence grecque. Alors les Grecs vont entrer en contact avec l'alchimie, ils vont traduire les traités égyptiens en grec et ils vont ajouter à ces traités des réflexions qui vont avec le mode de vie grec, le mode de pensée grec. L'Égypte, par la suite, passe aux mains des Romains en l'an 30 avant Jésus-Christ. Pendant cette période, l'alchimie prend de l'importance au sein de la société gréco-romaine. Lorsque l'Empire romain connaît sa fin aux abords du 4e siècle, le monde arabo-musulman tâche de conserver les traductions grecques des traités d'alchimie. L'alchimie, quand elle va arriver en Occident, c'est les moines qui vont l'introduire en Occident. Les moines qui sont allés faire un tour en Espagne, qui partaient des scriptoria, des monastères où on recopiait des livres. Ils venaient faire un tour en Espagne pour recopier, pour traduire aussi des textes anciens. Alors, c'est via les moines que ces textes-là vont arriver en Occident. Ces traités alchimiques, constituant la base de l'alchimie occidentale, possèdent une constante: l'aspiration à la réalisation du grand œuvre. Ce dernier, hypothétiquement, verrait le jour sous la forme d'une pierre rouge, la pierre philosophale. Sont attribuées à cette dernière 3 propriétés essentielles: la capacité de changer les métaux vils en métaux précieux, comme l'or et l'argent, guérir tous les maux et enfin, octroyer la vie éternelle. Pour le monde occidental moyenâgeux, la science prend la forme d'un schéma aristotélicien, relatif aux principes d'Aristote. C'est donc de dire que ce modèle scientifique adopte une posture pour le moins métaphysique et teintée d'un fort christianisme. Les théories de l'époque supposent que l'entièreté des métaux enfouis dans le sol viennent éventuellement à mûrir et à se perfectionner jusqu'à devenir de l'or. C'est ce que l'on appelle la transmutation des métaux. De là prend donc racine la quête alchimique du grand œuvre. En accélérant la transmutation des métaux en laboratoire par divers procédés chimiques et métallurgiques, les alchimistes espèrent parvenir à synthétiser de l'or. Gold. This is at least 15 times the amount of gold. Mais au-delà de sa nature très matérielle et pratique, l'alchimie possède une dimension davantage spirituelle, puisqu'elle observe aussi les relations entre les métaux et la pureté de l'âme. Pour beaucoup, c'est une allégorie de l'âme, c'est-à-dire que tout ce que l'alchimiste met à perfectionner le métal pour en faire de l'or, bien, on devrait le faire pour notre âme. En fait, c'est la perfection qu'on va faire pour rendre notre âme la plus pure possible. En soi, l'alchimie est donc un amalgame de croyances et de techniques s'inscrivant dans le cadre scientifique de son époque. En quête de la pierre philosophale, les alchimistes déploient leur science et leur philosophie sous 3 formes différentes. La première, c'est cette alchimie mystique qui vise à la perfection de l'âme et qui récupère les topoi, les lieux communs de l'alchimie, pour arriver à cet état de pureté de l'âme, toute chrétienne. Hein? C'est une alchimie bien chrétienne, bien exaltée. La deuxième forme que ça peut prendre, c'est ce qu'on appelle une alchimie médicale, entre guillemets,
c'est celle qui vise à produire l'élixir, la médecine universelle, celle qui est censée guérir de tous les maux et qui sert aussi comme une potion de jouvence à atteindre la longévité éternelle, la vie éternelle. La troisième forme que peut prendre l'alchimie au Moyen Âge, c'est l'alchimie qu'on appelle métallurgique. C'est celle qui se passe dans le laboratoire, c'est celle qui utilise les métaux, qui leur fait subir toutes sortes de processus, de procédures pour arriver au métal le plus pur, c'est-à-dire l'or. Alors, ces trois visions, si on veut, de l'alchimie, ou trois versions de l'alchimie, s'interpénètrent au Moyen Âge. Dans des traités, on va avoir référence à trois de ces alchimies-là. Pour renforcer cette aura mystérieuse qui enveloppe les alchimistes, il faut savoir que la tradition alchimique se transmet par une littérature codifiée, emplie de symboles et de formules principalement écrites en latin. L'imagerie alchimique, riche et abstraite, ne peut être comprise par tous. L'imagerie alchimiste, quand on parle des symboles, des signes qu'on retrouve dans les traités d'alchimie, c'est toute une imagerie symbolique qui, elle aussi, a pour but d'éloigner ceux qui seraient incapables de comprendre et donc le commun des mortels. Alors, c'est réservé à des gens qui savent, c'est réservé à des gens qui comprennent tout l'ensemble des allégories. Elles sont une multitude d'allégories qui sont adaptées au discours alchimique. Pour reprendre les mots de Roger Bacon, philosophe et alchimiste anglais du 12e siècle, en révélant le secret de l'alchimie, on diminue sa puissance. Le peuple n'y peut rien comprendre car il en ferait un usage vulgaire et lui enlèverait toute valeur. L'alchimie constitue donc un monde essentiellement fermé, divaguant entre imaginaire et réel, spirituel et matériel, subjectif et objectif. Ces individus maniant le feu, les alambics et les symboles codifiés attirent nécessairement l'attention au sein de la société médiévale. Ils peuvent même, à certains égards, faire figure de sorciers, surtout avec l'Inquisition dans les parages qui, à partir du 15e siècle, procède à la chasse aux sorcières. Pour les alchimistes, par contre, il n'y a absolument aucune confusion entre l'alchimie et la religion. Eux, ils ne sont pas en train de se substituer à Dieu, ils ne sont pas en train d'invoquer le malin. Alors pour eux, leurs agissements, leurs réflexions, il n'y a rien de condamnable pour eux. Peu d'alchimistes sont réellement accusés de sorcellerie, puisqu'à cette époque, leur pratique est considérée comme une science marginale, à l'instar de l'astrologie et de la divination. Le principal reproche que l'on fait aux alchimistes, c'est de créer de la fausse monnaie d'or. Presque les seuls textes de loi qu'on a contre l'alchimie, c'est en fait contre les faux monnayeurs. Parce que, sachant pas si ça marche vraiment, cette affaire-là, les gens se disaient, je pourrais bien être capable de faire de l'or pour faire passer ça pour de la monnaie. À l'époque, il y avait une monnaie d'or. Alors, la relation des autorités avec les alchimistes, tant qu'il n'y a pas d'escroquerie, de tromperie, de fausse monnaie, on va avoir une relation plutôt cordiale avec les alchimistes. Mais à partir du moment où un alchimiste essaie de tromper les autorités, bien, c'est là qu'on va les pendre, qu'on va les brûler ou qu'on va les jeter en prison. Parmi l'ensemble des sciences marginales évoluant au Moyen Âge, l'alchimie est la seule que l'on peut qualifier de proto-science. L'arrivée de savants, tels que Nicolas Copernic, marque le début de la révolution scientifique. L'alchimie, elle, va se transformer graduellement pour devenir ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, la chimie. Avec la révolution scientifique, il y a quand même des liens à faire avec l'alchimie. Okay? Ne serait-ce que tout le côté expérimental de l'alchimie, ça va venir nourrir la révolution scientifique. Par contre, le côté spirituel, c'est plus dans la société qu'on observe ça. Ça a gagné vraiment une sphère plus intime de la personne. Alors, ça va venir beaucoup moins teinter les réflexions dans la démarche scientifique qui sont reliées à l'alchimie. Et donc, ces réactions, ces instruments, l'atanor, le sublimatoire, le descensoir, l'alambic, vont éventuellement servir à faire des produits chimiques, produire des réactions chimiques, et elles vont être les ancêtres, les embryons de la science de la chimie qui va se développer, elle, à la fin du 17e siècle et au début du 18e. Avec l'instauration des sciences modernes au 18e siècle, l'alchimie ne disparaît donc pas pour autant. Les scientifiques s'inspirent de ces principes expérimentaux, de ces outils et de ces techniques chimiques et métallurgiques pour contribuer au développement de la science. Des remèdes contre l'épilepsie et la syphilis, par exemple, sont créés grâce à l'emprunt de certains procédés alchimiques. Il en est de même pour la conception de la porcelaine, de la balance ou encore du bain-marie. Aujourd'hui, il va de soi que l'alchimie a perdu toute crédibilité. Voilà longtemps qu'elle a connu son déclin pour être remplacée par la rigueur des sciences modernes.
Néanmoins, on peut s'y intéresser pour bien d'autres raisons. L'histoire, particulièrement celle des sciences, les débuts difficiles de la chimie, et aussi pour ce qu'elle a laissé au monde actuel. Parce qu'en effet, nous côtoyons encore des fragments de l'alchimie. Gargamel et Voldemort désirent à tout prix s'emparer de la pierre philosophale pour profiter de la vie éternelle. Édouard et Alphonse Elric parcourent le monde à la recherche de la précieuse gemme dans le but de retrouver leur corps perdu. Nicolas Flamel, alchimiste majeur du 14e siècle, fait des caméos dans plusieurs romans populaires, comme Les Animaux fantastiques et Le Code de Vinci. Nicolas Flamel. Jacob Kowalski. Bien que le grand œuvre n'a pu être achevé, l'alchimie a su se prolonger dans le temps et l'espace, passant ainsi de sciences marginales à sciences modernes, pour devenir éventuellement un phénomène culturel.